Monsieur le Khair alaikum. Alors cette séance d'après-midi va commencer par un thème très intéressant qui concerne les urgences pédiatriques, comment s'y prendre. Et nous aurons le plaisir d'écouter trois remarquables oratrices, 20 minutes chacune, qui vont à tour de rôle nous parler de l'approche clinique des urgences, les réflexes aux urgences et le nouveau-né aux urgences. Puis on terminera par une discussion. Donc, sans plus tarder, je vous présente le professeur Ouidad Guittari, bien sûr qui est connu, qui est chef de service des urgences de l'hôpital de Casablanca, et voilà, qui est une amie aussi de longue date, avec laquelle j'ai partagé beaucoup de bons moments, voilà, et puis j'ai vraiment toujours du plaisir à l'écouter. Et je lui cède la parole, voilà, pour nous parler de l'approche clinique d'un enfant aux urgences. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est aussi un plaisir pour moi de vous voir et de partager avec les collègues notre expérience dans les services des urgences pédiatriques. Je remercie l'Amicale des pédiatres de Fès pour l'invitation et un grand merci à M. Hida pour son intérêt aux urgences pédiatriques et le choix pertinent vraiment des sujets. Alors pourquoi l'approche aux urgences ? Si vous cherchez la définition d'un service d'urgence en général, vous allez trouver que c'est un service hospitalier qui a la charge d'accueillir et de prendre en charge tous les malades et tous les blessés. Sauf que ces malades et blessés n'ont pas tous le même degré de gravité. Ils ne peuvent pas être gérés de la même manière. C'est ce qu'on va voir à travers cette présentation. Alors, le service des urgences, même si c'est un service hospitalier, il a des particularités qui le différencient d'un service d'hospitalisation conventionnel. C'est quoi cette particularité ? La première est que le nombre d'admissions est imprévisible. Actuellement, à Casablanca, on reçoit entre 200 et 300 malades par jour. Et j'imagine aussi à Rabat et à Marrakech, dans les autres services d'accueil des urgences pédiatriques. Le degré de gravité aussi imprévisible et variable. De ce fait, l'approche ne peut pas être comme dans les services d'hospitalisation conventionnels. En général, les malades qui arrivent au service d'accueil des urgences peuvent être répartis en deux groupes. Il y a ceux qui viennent coucher et les autres qui viennent debout. Les enfants qui viennent coucher, ramenés par une ambulance, en général ne posent pas de problème parce qu'ils vont être vus rapidement par les médecins et normalement devraient être pris en charge rapidement. Ce qui pose problème sont les enfants qui sont dans la salle d'attente et qui attendent leur tour. Il y a certainement parmi eux certains qui ont une urgence avérée au potentiel et devraient être pris en charge rapidement, sinon ils vont se compliquer. Et pas mal de fois, on a reçu des enfants qui attendaient dans la salle d'attente qu'après la dégradation de leur état et même l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, si on essaye de voir un petit peu les différentes approches qui existent, l'approche classique que nous avons appris à la fac et qui est toujours enseignée à nos étudiants, c'est une approche linéaire, il y a un enchaînement. Le médecin est dans une salle en train d'attendre l'arrivée d'un malade et à partir d'un motif de consultation, il va chercher les antécédents, l'histoire de la maladie, l'examen physique, hypothèse diagnostique, et même il va demander des examens complémentaires. Et tout ça pourquoi ? C'est pour chercher l'étiologie. Mais il n'y a pas un raisonnement sauver une vie. Parfois, on trouve l'étiologie, mais on aura perdu l'enfant. Et on va voir à travers quelques cas cliniques. En plus de ce fait que cette approche est beaucoup plus étiologique, quand le médecin est dans une salle de consultation, la durée de la consultation, on a estimé en moyenne entre 10 et 15 minutes. Mais de l'autre côté, l'afflux de malades, ça ne s'arrête pas. Il y a une agression parfois permanente des infirmiers, des infirmières de l'accueil et même des médecins. Parce que tout le monde considère qu'il doit passer en premier
Et tout le monde considère que puisqu'il est venu aux urgences, il a une vraie urgence, il faut qu'il passe. Alors, pour cette raison, l'approche en médecine d'urgence est tout à fait différente. Ce n'est pas une approche linéaire, c'est, on peut dire, une approche symptomatique qui se fait selon deux axes parallèles. Ça commence toujours par l'évaluation de la gravité, et cette évaluation de la gravité va mener à un traitement d'urgence selon les symptômes qu'on a identifiés, et en même temps, et en se basant essentiellement sur les symptômes et les signes physiques, qu'on s'oriente vers l'étiologie. Et parfois, on n'est pas obligé d'avoir une étiologie, mais une étiologie très probable, et on va commencer le traitement. Et finalement, c'est une démarche qualitative parce que chaque action est évaluée. Après chaque évaluation, on fait l'analyse des résultats et on améliore. Et c'est vrai, dans cette approche, on apprend beaucoup de choses avec les malades et on améliore en permanence nos prestations et notre démarche vis-à-vis dans la prise en charge des enfants. Alors, pour l'organisation des services d'accueil des urgences et aussi pour la protection du personnel, essentiellement les infirmiers d'accueil, il y a le triage. Le triage, ce n'est pas une orientation par spécialité vers les différents services, comme certaines personnes croient. Le triage, c'est une classification des malades selon le degré de gravité. En général, les différentes échelles de triage, il y a 5 niveaux de gravité. Il y a le niveau 1 qui nécessite aucune attente et qu'il faut qu'il soit pris en charge rapidement, comme l'arrêt cardio-respiratoire, les états de mal et les détresses respiratoires sévères. Il y a le niveau 2, 3 et 4 qui vraiment constituent une urgence. Le niveau 5, c'est 80% de la population qu'on reçoit aux urgences et qui ne présente aucune urgence et qui fait perdre un temps énorme aux médecins, d'autant plus que le nombre de médecins dans les services d'urgence est limité. Souvent, ce sont des médecins qui viennent uniquement passer des gardes. Ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas affectés aux des urgences pour apprendre et améliorer leur pratique régulièrement. Alors ici, il y a plusieurs échelles de triage publiées, mais les plus utilisées sont ces 3. Il y a le canadien, il y a l'American Severity Index, il y a le Manchester britannique. Et comme vous voyez, il y a une classification 5 niveaux. C'est pour préciser le délai d'attente et aussi le délai de la prise en charge. Comme vous voyez dans le niveau 1, il n'y a pas d'attente. Le niveau 2, la durée d'attente peut être entre 10 à 15 minutes. Le niveau 3, c'est entre 30 minutes à 1 heure. Et le niveau 4, c'est entre 1 heure à 2 heures. Et le niveau 5, c'est 2 heures, plus de 2 heures. Et en général, c'est pour ça qu'on entend les médecins, les malades qui consultent ailleurs et disent « moi j'ai 4 heures d'attente, 6 heures d'attente », en général, eux, ils respectent. Nous, si on laisse quelqu'un attendre 1 heure, on va avoir une porte cassée ou bien une fenêtre cassée, sinon un personnel agressé. Alors ici, j'ai pris l'exemple pour vous montrer un petit peu la complexité. C'est l'échelle de triage de gravité pédiatrique canadienne. C'est sur 4 pages et pour chaque constante, il y a des niveaux. Et au Canada, ce sont les infirmières qui sont formées à faire ça, aidées parfois quand il y a problème par des médecins. Mais chez nous, dans notre contexte, actuellement, c'est impossible d'utiliser cette échelle de triage. Mais le triangle d'évaluation pédiatrique est vraiment facile à utiliser. Et nous, depuis qu'on a commencé à l'utiliser au service d'accueil des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants, après formation des infirmiers, ça nous rend énormément service pour pouvoir identifier au moins les enfants qui présentent une instabilité.
Cet outil de triage a été recommandé en 2002 par l'Académie américaine de pédiatrie pour identifier parmi les enfants en pré-hospitalier ceux qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Et comme vous voyez, ça ne nécessite pas des mesures de constance, ça ne nécessite pas des outils extraordinaires. C'est essentiellement, on a besoin de 2 actions, c'est regarder et écouter. Et en général, les infirmiers qui travaillent aux urgences pédiatriques ont ce feeling. Parfois, ils viennent dire « Moi, l'enfant ne m'ajbnish ». On l'a transformé, on va dire objectivé, en utilisant cette échelle ou ce triangle d'évaluation pédiatrique. Alors, comme vous voyez, il y a 3 bras, il y a l'apparence, il y a la respiration, il y a la circulation, et ça permet d'identifier les instabilités respiratoires, neurologiques et circulatoires. On va voir bras par bras, par exemple pour l'apparence, on cherche à identifier une hypotonie, une faible interaction, ce qui représente l'état de conscience de l'enfant. Est-ce que ce nourrisson qui crie, parce qu'en général, quand ils arrivent aux urgences, ils vont crier et tout, on demande aux parents de le calmer. Est-ce qu'on arrive à le consoler ou non? Est-ce qu'il y a un contact visuel? Est-ce qu'on arrive à avoir un contact visuel et communiquer avec l'enfant? Et aussi, ça évalue le langage. En général, quand il y a une anomalie, ça oriente vers des anomalies au niveau de la conscience et de la vigilance. Et ça permet d'identifier une instabilité neurologique, une prise en charge bien sûr rapide. Pour le travail respiratoire est évident. C'est-à-dire l'enfant dans les bras de sa maman, on peut identifier facilement les battements des ailes du nez, le tirage susternal, et voir si l'enfant est en train de faire un effort pour pouvoir respirer. Et on écoute aussi facilement le stridor, un sifflement, un wheezing audible, et ça permet déjà de prendre cet enfant rapidement, de ne pas le laisser attendre dans la salle d'attente et de le prendre dans la salle d'accueil des urgences vitales pour objectiver l'instabilité et mesurer les constantes vitales. Pour aussi la circulation, l'état hémodynamique, on peut l'évaluer en regardant la peau, des choses visibles au niveau du visage. Est-ce qu'il y a une pâleur? Est-ce qu'il y a une cyanose? Et chercher les marbrures, et ça c'est spécifique, c'est essentiellement chez le nourrisson, on ne va pas voir chez le grand enfant, et ça n'existe qu'en pédiatrie. Ce triangle d'évaluation pédiatrique a été validé par plusieurs équipes. J'ai choisi ici une étude qui a été publiée en 2013. Alors, c'est une équipe américaine, si je n'ai pas, c'est une équipe américaine qui ont étudié la précision de l'application de cet outil de triage par les nurses, les infirmières. Ils ont trouvé, comme vous voyez ici, qu'il a une sensibilité de 4... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une sensibilité de 97% pour identifier une instabilité. Et cette sensibilité encore beaucoup plus élevée quand on cherche à identifier les détresses respiratoires. Une autre étude faite récemment en Chine, aussi précision de l'application de cet outil de triage par les infirmières. Alors, comme vous voyez ici, l'air sur la courbe ROC est proche de 1, ce qui signifie que c'est un outil très sensible et c'est un test diagnostique pour identifier les instabilités et qui a une performance très importante. Vous voyez que la sensibilité et la spécificité pour identifier aussi bien les instabilités respiratoires que non respiratoires est élevée. Il a encore beaucoup plus d'intérêt, comme vous voyez, dans la tranche d'âge 1 mois à 36 mois, c'est-à-dire les nourrissons, et qui posent beaucoup de problèmes dans l'évaluation de la gravité aux urgences. Alors, pour passer maintenant à des choses pratiques,
Alors ici, c'est un enfant âgé de 10 ans, admis au service d'accueil des urgences pédiatriques vers 12h30. Il a été heurté par un camion sur l'autoroute. Alors, à l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'enfant était conscient. Aux urgences, à l'examen initial, l'infirmière a noté que l'enfant était pâle, agité, et ils ont monitoré pour prendre les constantes vitales. Vous voyez ici une fréquence respiratoire élevée, une fréquence cardiaque élevée, une tension artérielle normale, une saturation normale, un Glasgow Coma Score quand même 13/15e, et il avait un abdomen sensible. Alors, le médecin, croyant bien faire, il a appelé rapidement les chirurgiens de garde. Le chirurgien a appelé le réanimateur parce que les chirurgiens croient beaucoup plus les réanimateurs que les pédiatres en matière d'évaluation. Alors, le réanimateur a dit, bon, l'enfant, il est conscient, il est stable pour lui, sa tension artérielle est normale, il faut l'envoyer faire le bilan lésionnel et on va voir après. Alors, envoyé au service de radiologie pour faire l'échographie abdominale TDM. Au cours de la TDM, il fait un arrêt cardio-respiratoire. Acheminé rapidement vers le bloc, il est décédé vers 14h30. Moi, quand je présente toujours cette présentation, je pose la question, est-ce que la mort était évitable? Oui, était évitable parce que déjà à l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'enfant était conscient. À l'arrivée des urgences, l'enfant était conscient. Et en plus, c'était clair qu'il présentait un état de choc secondaire, très probablement un saignement interne. Alors, il fallait le remplir, l'oxygéner et l'accompagner, stabiliser. Alors, on a beaucoup de problèmes avec les réanimateurs pour leur dire que ce n'est pas la tension artérielle qui va déterminer ce que l'enfant est en état de choc ou non. Et depuis, ce sont les pédiatres des urgences qui prennent en charge ces enfants. Et une fois le bilan lésionnel est fait, on les transfère facilement dans les services de chirurgie. Alors, un deuxième cas, ça c'est un petit Ryan âgé de 4 ans qui consulte pour une douleur abdominale aiguë. L'infirmière de l'accueil a constaté une faible interactivité et surtout une pâleur évidente. Alors, à ce niveau, pour moi, le diagnostic le plus probable est... Alors, je vais vous aider. Les constantes. L'évaluation ABCD, voie aérienne libre, polypnée quand même, avec une saturation normale, tachycardie, léthargie, pâleur, absence de DHA, abdomen souple. Oui. Hémolyse aiguë. Alors, vous voyez, ça, c'est un enfant. Il fallait poser 2 questions. Ça, cet enfant, je l'ai récupéré dans la salle des soins en train de faire une bandelette urinaire. Bandelette urinaire parce que le médecin a pensé une infection urinaire. Alors, oui, parce qu'il n'a pas pris en considération l'examen et l'évaluation initiale. C'était une hémolyse aiguë, hémoglobine A3. L'enfant a été transfusé. C'était un déficit en GSPD. Non, c'est rapide. Alors, ici, c'est une petite de 3 ans qui consulte pour fièvre avec purpura, mais aucun signe de gravité. Est-ce que vous allez traiter comme un purpura fulminans ou non? Pourquoi? Par excès. Par excès. Alors, c'est ce qui a été fait. Alors, l'examen est objectivé une stabilité. Et la question qui s'est posée le lendemain au staff, est-ce qu'il fallait, parce que le médecin a fait le total, il l'a traité comme une infection méningo, comme un purpura fulminans, mais il y avait un doute. Mais madame, c'était stable, c'est pas le purpura fulminans qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'il fallait faire ça ou non? Alors, c'est vrai, Pardon? Exactement, on a rassuré le médecin, on lui a dit, vu le contexte et vu la gravité, vous n'avez rien à perdre de commencer le traitement. Et on a fait après une petite étude,
une étude sur 3 ans, c'était une étude rétrospective, c'est pour répondre, pour savoir l'incidence des infections à méningo dans les purpura fébriles chez nous. On a trouvé quand même une incidence très importante de 36,4%. C'est vrai qu'il y a un biais de recrutement parce que nous sommes un hôpital universitaire. Et ce qui est étonnant, c'est que l'état de choc n'était pas un facteur prédictif d'une infection à méningocoque. Alors, les facteurs qui étaient fortement associés à une infection méningocoque, c'était la léthargie, les convulsions et surtout la localisation. Et vous voyez ici, c'est 0 localisation au niveau du visage, au niveau de la partie supérieure drainée par la veine cave. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé aussi dans la littérature. Alors, du coup, quand il y a un effort de taux, de vomissement et les taches purpuriques localisées au niveau de la partie supérieure, au niveau du visage, la partie supérieure drainée par le veine, on peut garder l'enfant sous surveillance, en général ce qui est recommandé actuellement, pendant 4 à 6 heures. Il y a même certains qui demandent de faire CRP, PCT et NFS pour voir s'il y a des signes en faveur d'une infection bactérienne sévère avant d'envoyer l'enfant chez lui. Alors, pour terminer, l'approche clinique au service des urgences, je rappelle, ça commence toujours par l'évaluation de la gravité. Actuellement, on a des outils, et des outils qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer, adopter chez nous. Il y a le triangle d'évaluation pédiatrique, c'est ce qu'on fait aux urgences, et qu'on complète par une évaluation objective en suivant l'ABCD, c'est-à-dire la mesure des constantes vitales. Et pour chaque urgence et pour chaque symptôme d'instabilité, il faut un traitement. Et en même temps, au moment où on fait tout ça, on fait un examen clinique d'orientation étiologique. Nous, on commence l'enquête étiologique par l'examen. Ce n'est qu'après qu'on passe vers les parents pour poser des questions ciblées, orientées. Et le bilan aussi doit être orienté. On ne peut pas faire comme ça un bilan systématique et attendre les résultats pour s'orienter vers l'étiologie, parce qu'il faut commencer en même temps aussi un traitement étiologique, même de présomption, en attendant la confirmation. Et tout ceci doit se faire avec une bonne communication, une organisation et l'anticipation. Et pour une bonne approche clinique en médecine d'urgence, si vous vous rappelez de l'inspecteur Gadget, on a besoin des outils. C'est des outils de connaissance et des outils déjà matériels pour pouvoir mesurer et objectiver les détresses. On a besoin aussi de l'œil et de la capacité de synthèse exactement de Sherlock Holmes. Tout ça doit se faire rapidement. Il y a une course contre le temps, parce qu'on n'a pas le temps, il y a d'autres qui attendent, tout en restant zen. Et voilà, restons zen et calme, et ne pas réagir, même s'il y a une agression de l'extérieur ou de l'intérieur, pour pouvoir prendre en charge correctement les autres malades. Et je vous remercie. Merci, professeur Gderi, pour cette présentation qui est très claire, très complète, et qui met en exergue le quick look, comme on dit, lorsqu'un enfant se présente au service des urgences.